Beaucoup de pays, des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Pour parler rapidement de la lutte contre la corruption qui bat son plein actuellement au Burkina Faso et qui donne des résultats, mais certains estiment que ce sont de petits poissons qui sont pris pour le moment et que les gros poissons arrivent à ne pas passer à travers les mailles. Vous voulez parler des caméras Kourag? Exactement. Non, les caméras Kourag, ce n'est qu'une partie. Mais attendez, quand l'affaire Tignan, est-ce que c'est caméras Kourag? Mais ce sont des milliards. Vous avez suivi ça quand même, en direct. Mais ce n'est pas la seule affaire, il y a beaucoup d'autres affaires qui se traitent, mais c'est parce qu'il y a certains qui sont médiatisés. Donc il y a des gros poissons très griffes qui sont pris, mais soit le procès n'est pas public, ou bien il y en a aussi qui ont volé, mais qui font ce qu'on appelle la transaction. C'est-à-dire qu'ils remboursent avec des pénalités, c'est les gens des finances qui calculent ça. C'est parce qu'il y a ce mode aussi. Si tu voles et qu'on te prend, alors on peut décider de faire une transaction. Tu payes et avec les pénalités qu'il faut, et ensuite donc s'il y a une peine à encourir, tu vas aussi le faire. Donc il y a beaucoup de procès qui se déroulent et la justice est très chargée actuellement. Mais c'est ce que vous voyez seulement, parce que les petites corruptions entraînent aussi les grandes corruptions. Parce que les petites corruptions frustrent les populations. Ça, vous imaginez quelqu'un qui a un malade à l'hôpital, il sort pour aller chercher un produit urgemment. Alors on l'arrête. Par exemple, on a mis un processus en place, par exemple avec la brigade Laballe, pour qu'on n'arrête plus quelqu'un et prendre son engin, ou bien le garder sur place. Non. Il y a une carte qu'on vous remet et vous partez. Mais si maintenant un agent refuse de faire cela, quelqu'un qui a son enfant, ou bien en tout cas quelqu'un à l'hôpital qui est mourant, il court pour chercher une ordonnance. On a mis un processus en place pour que ce gars-là puisse rapidement avoir ses produits repartir. Mais vous partez par la corruption, vous gardez le gars, contrairement à ce qu'on dit, et vous exigez ce qu'il paye pour vous, votre poche, au lieu de partir. Donc c'est le préjudice que ça peut créer aux populations. C'est pour ça qu'on combat ça aussi. Et c'est ça qu'on a montré publiquement pour que les gens arrêtent. C'est la même chose au niveau des services des domaines, les parcelles et autres. Les gens, vous pouvez partir avec toute votre misère possible, les supplier, mais ils s'en foutent. Pourtant, la grande masse, ce qu'on appelle les serviteurs du peuple, la fonction publique un peu partout, vous êtes là pour servir le peuple. Et si vous posez des actes à frustrer le peuple, à créer des préjudices dans le peuple, on ne va pas laisser ça aussi. Mais là, il faut qu'on le montre aux yeux de tout le monde pour que les autres ne tombent pas dans la même bêtise, si je peux dire. Voilà pourquoi on filme et on montre. On a beaucoup de dossiers sur ça. Ce n'est qu'une partie qu'on a montrée, mais on a beaucoup de dossiers. Mais aussi les gros poissons, comme vous dites, il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers qui sont traités au niveau de la justice, les gens remboursent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Mais je peux dire que ça a beaucoup baissé. On ne peut pas dire qu'on va éradiquer à 100%, mais la lutte est implacable et ça produit des résultats. Nous allons donc passer au troisième volet de cet entretien qui est consacré donc au volet économie et développement. Et on commence avec vous, Monsieur Yao. Excellence, le Burkina Faso a atteint des niveaux records en matière de mobilisation des ressources propres en 2025, avec plus de 2300 milliards, en dépit de la situation sécuritaire. Quels sont les leviers qui soutiennent cette mobilisation record? D'accord, merci. La première chose qu'il faut dire sur ça, c'est la ressource humaine. Les félicitations vont à l'endroit donc de nos agents de finances. C'est eux qui ont fait le travail remarquable. Certes, nous avons parlé, nous avons amené des réformes, changé les mentalités. Mais c'est parce qu'ils ont incorporé ces mentalités qu'ils arrivent à faire le travail aussi. Sinon, vous pouvez faire beaucoup de réformes, avoir de beaux textes. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures pour la mise en œuvre et tout. Mais si la ressource humaine n'a pas capté le fondement, ils vont toujours chercher des voies et moyens pour contourner et vous n'allez pas avoir de recettes. Donc, comme je dis, c'est d'abord eux qu'il faut féliciter parce qu'ils ont entendu, ils ont compris ce qu'on a dit et ils sont en train d'appliquer les textes qu'on est en train d'adopter. C'est ça qui amène toutes ces recettes-là. Donc, félicitations et je pense que nous sommes en train de continuer les réformes
pour que on puisse avoir le maximum de recettes. C'est ça qui permet d'équiper nos forces, de les former, de construire notre pays. Et donc les agents du ministère des Finances ont compris cela. Et ils font vraiment un travail formidable et on continuera de les encourager pour qu'ils continuent à se surpasser. Même dans le même sens que la lutte contre la fraude et tout ça, vous voyez qu'ils sont vraiment en train de s'activer et on les félicite pour ça. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas protéger nos industries, on ne peut pas protéger notre économie et tout ce qu'il va. Donc, si ils s'étaient laissés aller dans les anciennes pratiques, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. Monsieur le Président, vous avez lancé un gigantesque projet, celui de construction de l'autoroute Ouagabobo. Ça semble être un projet auquel vous tenez. J'y tiens beaucoup et c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas la seule voie qu'on va faire. Mais l'autoroute Ouagabobo, si vous prenez la route de Bobo, regardez depuis 2 ans maintenant le nombre de malheurs qu'on a sur cette route. La route est très petite. Il y a trop d'accidents mortels. Tous les jours, il y a des accidents mortels sur l'axe. On a besoin d'une route. Nous, on a trouvé un projet qui existait, mais c'est 2x2. Et quand j'ai essayé de voir quelles sont les entreprises qui s'étaient proposées. D'abord, ce sont des entreprises étrangères. Et les coûts de réalisation, 300 km environ, 2x2 voies, nous étions à 1000 et quelques milliards, 1032 milliards le moins cher. Bon, moi j'ai dit 2x2, c'est déjà dépassé. 2x2, si un camion est en panne, déjà il stationne et puis bon, c'est fini. Hein. Vous êtes le nombre de voitures, le flux qu'il y a sur la RN1, donc c'est dépassé. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse 4x2. Et comme je l'ai dit, les gens, vous voyez, souvent nous avons ce complexe, ce malheur-là. Le noir ne croit pas en lui. Voilà. Même quand j'ai dit 4x2, il y a des agents du ministère qui ont souri, quoi. C'est impossible. Je dis d'accord. On met le projet en stand-by. Et donc j'ai activé Faso Mewo pour payer le maximum d'équipement. Et jusqu'à tous les détails. Aujourd'hui, ils ont tout. Toutes les machines nécessaires pour faire la partie voie rouge. Toutes les machines nécessaires pour faire le bitume. Jusqu'aux concasseurs de granit, de carrières. Donc, ça veut dire qu'ils sont totalement autonomes. Donc, nous sommes en mesure de faire notre autoroute. Et après ça, il y a beaucoup d'autoroutes. Moi, je veux que tous les chefs-lieux de région soient joints par des autoroutes. Toutes les sorties du Burkina, ça doit être des autoroutes. Voilà, la route, c'est capital. Et pour l'économie, et pour nos forces. Le réseau autoroute du Burkina sera le plus dense en Afrique, tel qu'on a fait la projection. Et ça continue de venir. Nous avons encore près de une dizaine de brigades qui doivent venir. Ce qui est venu ne vaut même pas 40% de ce qui doit venir. On va s'équiper sérieusement, faire un bon producteur d'or, ce qui est très important. Et aujourd'hui, vous avez constitué votre réserve d'or. Alors maintenant, Monsieur le Président, quelle est la perspective que cela annonce, la constitution de cette réserve d'or? L'or est une valeur refuge, comme on aime le dire, avec les devises qui ne sont pas stables et tout. Et tout le monde est en train de chercher l'or pour faire une réserve, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nous, on a connu une petite période en 2023 où on a voulu nous bloquer sur tout. Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que, comme nos équipements, on est sorti du canal officiel d'envoyer des trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, c'est ça. Donc, voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc, nos transactions aussi ont été bloquées. Avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc, on est là, la guerre est là. Et on veut des drones, on veut des armes, on ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonavi ne passent pas au truc. Donc ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc, à rallier, parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie, ils sont capables de trucs. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Attendez. Donc, un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines
J'ai rassemblé tout et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones. C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or, ils sont partis. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Donc l'or est important. Les gens ont besoin d'or, nous aussi on a besoin de quelque chose dans le monde. Bref, ce n'est pas une manière de dire comment les gens vont faire pour le truc, mais ça demande du courage, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dû faire pendant un temps donné, et les gens ont compris, bon, ils ont une manière de passer, ils ont dévié un peu. Et ces mêmes gens sont venus même pour payer l'or avec nous. La BCAO, je veux dire. Donc l'or est très important, et je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur. On a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production. Actuellement, on est en train de prendre des parts dans beaucoup d'unités industrielles qui existent. On a relu les contrats miniers, si on peut dire, et tout. En tout cas, en bonne ambiance avec ces gens qui sont là, qui exploitent. Et le Burkina va tirer profit de son or. Parce que partout en Afrique, c'est ça le problème. Vous êtes les plus pauvres, vous êtes les derniers. Mais pourquoi? Il y a des pays qui ont le pétrole ici en Afrique. Vous partez dans les pays du Golfe, ils ont le pétrole. Ils sont plus développés, maudits. Il faut se poser des questions, les vrais, et changer. Mais si les dirigeants ne veulent pas changer et que les peuples aussi acceptent leurs conditions de misère, bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous ne voulons pas voir notre peuple dans la misère. Nous n'avons pas de pétrole, certes, mais nous avons l'or, le peu que l'or peut faire, ou d'autres ressources. Nous allons l'exploiter à bon escient pour que notre peuple connaisse le bonheur. C'est ça qui est notre cheval de bataille. Il n'y a pas de raison que des gens ont l'or dans le monde là, ils se développent, et non alors en plus ça ne développe pas. Donc on a fait un bond considérable en matière de maîtrise d'or ces dernières années, et c'est satisfaisant, et on va continuer comme ça, jusqu'à reprendre le contrôle total de notre or. Voilà ce que je peux dire. Justement, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité qui constitue la réserve d'or du Burkina actuellement? Non, je ne peux pas vous dire ça. Ce n'est pas quelque chose qui se dit publiquement. Oui. C'est quelque chose qui se garde secret. Même les pays qui prétendent, on vous dit qu'il a combien de tonnes d'or, quoi. C'est pas vrai, la réalité, ce n'est pas ça. On ne vous dira jamais exactement. Parce que si on sait exactement quelle quantité d'or vous avez en réserve, ça veut dire qu'on connaît vos capacités d'échange et tout. On peut anticiper sur beaucoup de choses sur vous. Et puis, ce n'est pas qu'on a fait, on est en train de faire. J'ai dit au ministre, tous les jours que Dieu fait et que c'est possible de payer l'or. Donc chaque semaine, on continue de payer pour faire des réserves. Voilà. Et ça, c'est pour que quand on va vouloir traiter avec tout le monde, qu'on nous respecte. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un va croire que si lui, il ne vient pas faire quoi, nous, on n'est pas dans ce chemin. Si tu veux nous montrer que tu ne respectes pas, on te met de côté, on passe à autre chose. Donc on continue de faire nos réserves, c'est pour le respect dans les échanges économiques demain. Et ça, c'est très important. Vous avez inscrit votre gouvernance sous le signe du développement industriel. Et dans ce sens, beaucoup d'unités ont été lancées et d'autres viendront sûrement. Quelle est votre évaluation dans le domaine industriel? Oh, l'évaluation, je peux dire que c'est embryonnaire. Hein. On n'est qu'au début. Et je pense que je vais devoir me mettre à un exercice bientôt de communication avec mon peuple encore. Parce que les gens ne comprennent toujours pas. Les gens croient qu'une unité industrielle, c'est forcément de grandes structures et tout. Les jeunes peuvent créer des petites unités industrielles, mais très importantes. Vous voyez, par exemple, je prends, quand vous vous levez le matin, la petite cuillère que vous avez dans votre café là, qui fabrique ça au Burkina? Vous en connaissez? On ne peut pas fabriquer? Sûrement de petites machines qu'il faut payer et que les jeunes se forment un peu dessus et peuvent fabriquer. Ça fait une entreprise aussi, non? Il faut que nous regardions d'abord notre quotidien. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Qu'est-ce qui est dans notre quotidien? Et c'est là-bas qu'il faut puiser des idées. Tout ce qu'on avait l'art d'importer. Et que les jeunes puissent dire, OK, ça là on importe, et on ne fabrique pas ici, ou on ne fabrique pas assez. Moi je vais me lancer sur ça. Monter un projet sur ça, chercher la connaissance sur ça, et nous allons essayer de les accompagner. Donc l'industrie, ce n'est qu'embryonnaire. On est au début. Actuellement, on a attaqué des secteurs qui nous permettent d'être un peu souverains. Parce que vous voyez, tout est importé ici.
quand je parlais d'abord ce que nous consommons. Aujourd'hui, nous avons lancé par exemple la culture de blé. Et nous avons des usines qui font la farine de blé, et toute qualité de farine qui peut faire le pain, les biscuits et tout autre. Mais avant, on partait importer la farine. Quand on a interdit l'importation, les gens ont fait des usines, mais ils partent payer le blé et ils viennent transformer. Mais aujourd'hui, on veut cultiver le blé pour pouvoir le faire. Vous savez quelle masse d'argent on conserve? Et parallèlement à ça, il y a des usines on a aidé des gens à financer, qui vont ouvrir bientôt, qui vont fabriquer tout ce qui est pâtes alimentaires, les spaghettis, les trucs. Tout ça, on importe, non? Quand on prend nos pâtes, ça vient d'ailleurs. On ne fabrique pas ici. Mais ça, c'est notre consommation. Ça sera internalisé. Le riz, ça, on a déjà fait un bond incroyable. On cultive beaucoup, mais on a encouragé les gens à faire beaucoup d'unités de transformation. Il y a beaucoup de qualités de riz burkinabé aujourd'hui. C'est ce que nous consommons. Prenez le maïs, le couscous. On cultivait le maïs et on exporte brut. Ensuite, on part payer du couscous ailleurs et on vient inonder nos marchés. Là, ça ne va pas. Beaucoup d'unités ont ouvert, beaucoup d'unités qu'on est en train encore d'encourager. Si vous suivez l'actualité, c'est pour pouvoir transformer tout ça. Même la farine infantile et tout ce qu'on on commande tout de l'extérieur. Mais il faut que nous on quitte ça, qu'on transforme en matières premières nous-mêmes et pouvoir donner la valeur ajoutée. L'huile. Comment est-ce qu'on peut exporter notre soja brut et ensuite aller payer l'huile de soja à la boutique? L'arachide, il y en a tellement d'oléagineux, mais pourquoi on ne le fait pas? Il y en a même qui vont dire que bon, il y a des maladies, on a dit de payer l'huile de tournesol ou quoi. J'ai dit on cultive le tournesol, on le fait. Et il y a des usines déjà qui pressent l'huile de tournesol. Donc on est en mesure de tout faire chez nous. Mais pourquoi on doit aller payer ailleurs? Donc c'est tout ça l'industrialisation. Aujourd'hui, vous voyez l'ananas. Moi, je suis en train d'encourager des usines qui vont faire le jus d'ananas. Au lieu d'importer, c'est nous qui allons exporter. Et ça donne très bien. C'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on paye même, qu'on paye ailleurs dans les pays côtiers. Donc il y a beaucoup de choses dans notre quotidien. Ce qu'on mange, ce qu'on porte et tout. Et quand on se lève le matin, on doit pouvoir se regarder. Ok, moi j'ai porté ça. Ça c'est importé. J'ai dit non. On va faire une usine qui va partir du coton jusqu'à ça. Ça sera prêt cette année 2026, s'il plaît à Dieu. Donc moi, je ne veux plus être habillé par un fil qui vient de l'extérieur. Parce que nos paysans cultivent le coton. Je ne peux pas accepter qu'on vienne imposer le prix du coton aux paysans pendant qu'on doit transformer. Et imaginez dans ça le nombre d'emplois que ça crée. Depuis longtemps, on forme nos gens dans les écoles de formation et des formations professionnelles techniques sur la mécanique, l'industrie, génie industriel et quoi. Ils sont assis au chômage. Ils n'ont pas fait génie industriel, mais après ils cherchent concours de la fonction publique pour être administrateur quelque part. En fait, on a perdu. Mais aujourd'hui, s'il y a des industries, tous ces gens-là vont s'exprimer. Quand vous vous levez le matin, vous prenez votre moto pour aller au service ou quoi, c'est importé. Même l'écrou, quand une écrou tombe en route, c'est importé. Pour que vous payiez l'écrou. Mais les écrous, ce sont des petites machines qui peuvent le faire. Donc l'industrie, il faut que chacun comprenne, ça va de la petite échelle à la grande échelle. Donc quand on dit une industrie, ce n'est pas forcément des grandes unités. Tous les jeunes peuvent créer des petites unités industrielles en regardant ce qu'on fait dans notre quotidien pour diminuer les importations. Et donc, on a l'étape embryonnaire, on va communiquer et encourager. C'est là pourquoi on a restructuré les fonds. Vous avez suivi en 4 grands fonds. C'est pour vraiment accompagner ceux qui ont des projets structurants dans des domaines industriels pour nous éviter les importations et les sorties de devises. Voilà ce que je peux dire. Alors, Monsieur le Président, je me permets de poser une autre question. Nous sommes justement dans la célébration, en tout cas des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le slogan qui est construit autour de ces journées, la première phase, c'est mon assiette, ma fierté. Alors, quel message justement au Burkinabé en lien avec ce slogan? Alors, il y a des choses que je ne peux pas dire jusque-là aux gens. Mais s'il plaît à Dieu, viendra un jour où je vais dire des choses pour choquer les consciences des Burkinabés et de l'Africain en général. On vient de faire une réforme dernièrement pour créer ce qu'on appelle le Food and Drugs Administration, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture et médicaments. On est en train de
moderniser un laboratoire pour faire tous les tests et les analyses possibles. Consommons ce que nous produisons. Nos terres sont riches, nos paysans sont braves. Produisons, transformons et consommons. On n'est pas obligé d'avoir le luxe ou le modernisme qu'on cherche. Mais ce qu'on veut là, on peut y arriver. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, je dis moi, je ne suis pas né à Ouaga 2000. Ce que je connais même d'habitude, c'est ma bouillie le matin avec des galettes. Si je gagne ça, c'est bon. Si je ne gagne pas ça, je bois un thé et puis c'est fini. Les croissants et autres là, ce n'est pas mon problème. Parce que le jour que je vais, en tout cas, faire de ça mon problème, mon habitude, il faut que le blé soit produit ici, par mes paysans, transformé ici, jusqu'à la boulangerie par mes paysans. Moi, je ne consomme pas de chocolat. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que souvent, il m'arrive d'envoyer les gens aller payer chocolat chez... Il y a un maître chocolatier burkinabé à Ouaga ici. Maître Bayala. Oui. C'est là-bas seul que moi je peux peut-être dire que je vais prendre du chocolat. C'est tout. Et il a beaucoup de points de vente à travers le pays. Donc, si quelqu'un aussi cherche à savoir c'est où je paye, il ne saura pas. C'est pour dire qu'il faut qu'on soit conscient. Il faut produire au Burkina, consommer au Burkina. Ou en Afrique, qu'on s'unisse et qu'on comprenne cela. Si on ne le comprend pas, c'est à nos risques et périls. Combien de gens aujourd'hui sont en train de devenir impuissants, infertiles ou quoi? Nos ancêtres étaient comme ça. C'est la réalité. Bon, ça va faire rire les gens, mais c'est la réalité. Même les médicaments ont trop d'infections, des antibiotiques par-ci, par-là. Bon, nous, on a eu la chance de connaître plus les racines et autres. Mais j'ai même dit à nos médecins, nos chercheurs, de se reconcentrer sur nos capacités, c'est-à-dire nos plantes que nous avons là. Qu'est-ce qu'il y a comme molécules dedans et qu'est-ce qu'ils peuvent exploiter? Et ils sont là-dessus. Voilà, j'ai eu même des propositions où les gens ont demandé à ce qu'on paye un certain nombre d'équipements qui leur permettent de faire la recherche à fond. J'ai dit, voilà, moi je préfère ça. Parce qu'il faut faire attention. On a cherché à nous exterminer et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont arrêter. Donc, mon assiette, ça doit être mon combat de tous les jours. Et même l'assiette même dans laquelle on met la nourriture, je vous ai dit, la porcelaine et autres, tout le monde en consomme. Est-ce que c'est fabriqué ici? Mais on peut le faire, ce n'est pas l'argile qui nous manque, ce n'est pas le truc. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette journée d'engagement patriotique. Il faut que nous redevenions nous-mêmes et que nous puissions assumer ce que nous produisons, consommer ce que nous produisons. Et c'est à cette seule condition que nous allons perdurer. Ce que je dis va faire couler beaucoup d'encre, ne va pas plaire à certains. Mais la réalité est là. Personne ne veut voir nos populations évoluer. Et pourtant, nous, on se projette dans 10 ans. Le Burkina atteindra 50 millions. Ou bien, faites des enfants, hein. On en a besoin. Les terres sont riches et il faut, voilà, on va travailler. Et c'est surtout ça. Donc, voilà un peu ce qui a motivé et on va continuer dans ce sens. Monsieur le Président, le Burkina avance en tout cas à grands pas sur le chemin de l'autosuffisance, de l'industrialisation. Mais comme vous l'avez dit, il faut beaucoup produire localement. Et pour pouvoir produire, il faut que les industriels et les producteurs locaux puissent être appuyés. Où en êtes-vous avec l'allègement de la dette intérieure, le poids de la dette intérieure? Oui, là, on a fait beaucoup d'efforts quand même. On a fait beaucoup d'efforts. Je me rappelle en 2022, c'était une question cruciale. Chaque fois, c'est des plaintes et tout. Donc, finalement, j'ai demandé à voir la situation. Quand le ministre qui était nouvellement nommé a pris, il a dit « Ah, il y a des dettes de plusieurs années. Des entreprises qui ont fait des pressions. Il y a des entreprises qui étaient en train de couler même. » Je dis « Mais là, c'est pas simple. Pourtant, nous, on doit financer notre guerre. On doit payer des équipements, nous, on doit trucs. » Alors, j'ai dit « Ce qu'on va faire, au premier semestre, on va se concentrer, payer beaucoup d'équipements. Et on va se réorganiser. » Dans un trimestre, voilà des textes qu'on va prendre pour, voilà non, en termes de taxes et tout ça là, on a essayé de faire un travail. Et à partir donc du deuxième trimestre 2023, il faut grouiller de sorte que quand on finit l'année 2023, qu'il n'y ait plus de dettes de 2022. Il n'y a que des dettes de 2023. On a essayé, mais il y avait des grandes entreprises toujours qui avaient des dettes de 2022 qu'on n'a pas pu payer. Et petit à petit, je suis ça, en fin d'année, est-ce qu'il y a des dettes de l'année N-1? Donc, quand je prends 2025, en décembre 2025, il n'y avait aucune dette de l'année N-1. Au contraire, j'ai dit de prioriser les entreprises qui n'ont pas trop de grosses factures.
Et donc, ça, souvent 3 mois, maximum 6 mois, on éponge ça. Donc, ce qui veut dire qu'on a quitté un volume de dette intérieure de plusieurs centaines de milliards qui traînait des années et on a pu rattraper tout aujourd'hui où je parle. Donc, il y a des grandes entreprises toujours qui peuvent avoir des factures qui vont durer jusqu'à 6 mois. Ça, bon, on se dit que quand on regarde leur chiffre d'affaires et tout, ils peuvent tourner avec. Mais on fait l'effort pour que les petites entreprises, il n'y ait pas de dette qui puisse traîner pour les permettre de fonctionner. Donc, de gros efforts ont été faits et on continue de suivre ça en tout cas pas à pas. Voilà. Alors, Excellence, l'énergie joue quand même un grand rôle dans le développement industriel. Cette année, on constate qu'il y a plus de délestage par rapport à l'année passée. Alors, les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui est fait pour mettre fin à cette situation. Alors, comme je l'ai dit, la souveraineté énergétique, on vient de très loin. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais regardez, on a lancé plusieurs projets cette année. Et nous, on espérait avoir tous nos groupes électrogènes avant janvier. Hein. Mais si vous avez constaté, il y a des groupes qui sont rentrés il n'y a même pas quelques jours. Hein. Et ça continue de venir. Vous voyez, c'est les gros engins qu'ils transportent sur les longs ports-chars et trucs. Vous suivez souvent quand ça rentre. C'est pratiquement au pas d'un an que ça évolue. Pour quitter le port, même pour être à Ouagadougou, vous avez au minimum 1 mois. Ça avance à un rythme très lent. Malheureusement, c'est venu en retard. Il y a des groupes même qui sont toujours au port, qu'on n'a pas pu encore faire rentrer. Donc, même ceux qui sont rentrés aussi en février et mars, là, je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas tout monter en si peu de temps. On était trop dépendants. On importait, c'est-à-dire la tendance était l'importation du Ghana et de la Côte d'Ivoire, plus de la moitié de notre énergie. Donc voilà pourquoi on a décidé de construire nos centrales nous-mêmes pour être autonomes. Et ça, c'est en cours. Et là aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Vous savez, des bateaux ont été déviés à un moment donné à cause de certaines situations de conflit. Et quelque chose qui devait venir en 45 jours, on se retrouve maintenant à 70 jours ou combien. Arriver au port encore, c'est de la gymnastique. Donc il y a des centrales qui sont en train de naître et le programme, c'est de mettre en place une centrale dans chaque région. Au lieu de concentrer Ouagadougou et Bobo pour desservir, on veut rendre autonomes les régions. Et donc il y a plusieurs centrales qui sont en train d'être installées. Je pense qu'à Koudougou, c'est presque fini. C'est Koudougou un peu partout. Il y a d'autres villes qu'on a ciblées même pour avoir des centrales. Donc on espère pouvoir résoudre la question de l'énergie, en tout cas dans les délais les plus brefs qu'on puisse y aller, tant qu'on n'a pas d'autres contraintes à l'international. Tant qu'il n'y a même pas d'énergie, notre rêve d'industrie, ça ne peut pas avoir lieu. C'est impossible. Les industries, ça consomme. Il y a aussi notre ligne de transport qu'il faut tout changer. Et le changement de ces réseaux seulement, c'est des centaines de milliards. Et il faut commander tous ces câbles, construire. Et si vous remarquez dans la ville, un peu partout, on est en train de construire des lignes. Donc tout ça, c'est un chantier. Il y a la production, mais il y a le transport qu'il faut reconstruire totalement. Et on est sur ça. Et pour pouvoir avoir une énergie propre à nous, pure, qui se transporte avec beaucoup de sécurité et qui sera stable pour nos industries. Excellence, en février 2023, l'État a créé l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC en vue de la mise en œuvre de l'actionnariat populaire. Comment appréciez-vous le chemin déjà parcouru? Donc, c'est vrai. Il faut dire que l'APEC est née d'une volonté. L'APEC a été combattue, continue d'être combattue. Nous avons tout vu. Ouais. Nous avons même pris des gens en flagrant délit, en train d'écrire dans les rues, de barrer les affiches, de déchirer les affiches de l'APEC et tout, et qui ont été envoyés par des gens pour le faire. Beaucoup d'opérateurs économiques ont combattu l'APEC, les banquiers ont combattu l'APEC. Ça, c'est une réalité, ils ne peuvent pas les nier. Si nous n'avons pas agi d'une certaine manière, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des choses sous la main. Mais nous avons évité de trucs parce que nous voulons faire pour qu'ils voient. Et donc, dans la communication, l'APEC a été sabotée aussi. Si déjà par des actes physiques, ils sabotent, ce n'est pas par la communication. Donc, les gens ont payé les gens pour parler sur les réseaux. En fait, dénigrer pour... Donc, l'APEC est née et a fait face à cette vague d'hostilité. Mais, ils ont pu grouiller et traverser la tempête. Mais déjà, ils ont pu faire leur première unité. La deuxième unité est presque finie à Tenkodogo. La première mine de l'APEC, les équipements sont là. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, ils vont couler les premiers lingots. Parce qu'ils ont déjà extrait le minerai, ils sont en train d'installer l'usine.
Et la deuxième mine va rentrer donc, en travaux dans peu de temps aussi. Et ainsi de suite, on va leur donner des unités semi-mécanisées. Ça leur permettra d'avoir de la rentabilité très vite, mais de réinvestir ça dans les unités industrielles. Vous avez vu qu'ils ont lancé l'unité de transformation de piment à Banfora et tout ça. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour qu'ils puissent exploiter aussi l'or, mais aussi utiliser ça pour lancer plus rapidement des unités industrielles. Monsieur le Président, au mois de décembre dernier, vous avez pris les commandes donc, de la présidence de l'AES et vous avez beaucoup de priorités, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, peut-on savoir un peu, 3 mois après, quelles sont vraiment les grandes priorités de votre mandat, puisque le mandat, c'est 1 an? Déjà, je pense que vous avez connaissance de la feuille de route, je suppose. Les experts se sont réunis, se sont mis d'accord sur une feuille de route et c'est ce qu'on va essayer de dérouler. Dans quelques jours, les chefs d'état-major doivent être là pour les premières grandes opérations. Il faut que la force ait ses vecteurs. Là, si elle décide d'intervenir quelque part, c'est avec tous ses moyens. Et donc, par exemple, ce volet, on est en train de rapidement renforcer les capacités parce que quand on dit les capacités, il faut une puissance autonome. Et ça, c'est très important. Donc, il faut ça et les mettre en opération pour de très grandes opérations au niveau de tout l'espace. Donc ça, c'est une tâche importante. Deuxième chose, il y a aussi la question d'intégration. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise intégration et qu'on se comporte comme les autres organisations. L'intégration doit être réelle. Et ça, je suis en train de préparer un texte pour qu'on mette les bouchées doubles et empêcher les tracasseries entre nos différents pays, que ce soit aux frontières ou à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas se faire de l'illusion hypocrite des autres organisations africaines là. Quand on dit intégration, c'est intégration. On a beaucoup de retours aux frontières, les gens sont emmerdés. À l'intérieur des pays, même souvent, les gens sont emmerdés. Donc ça, moi j'ai réfléchi à un mécanisme pour qu'on mette fin à ça. Et il faut que les forces des 3 pays soient ensemble dans tous les pays. Dans les ambassades, dans les frontières, on va faire ce mécanisme. Et qu'on lutte efficacement contre la corruption. Si un agent se fait prendre dans la corruption, dans le passage ou bien dans les contrôles, il faut qu'on ait le courage de le mater avec la dernière énergie, le radier, parce qu'il ne mérite même pas de porter notre tenue. Et l'autre volet, c'est l'économie, le développement. Je pense qu'il y a un bon nombre de chantiers qu'on est en train de mettre en œuvre. Et ça, c'est une bataille, parce que c'est l'économie qui tient le monde. Et là aussi, nous avons un gros challenge qu'on va relever sur le plateau de Dieu. Excellence, le 12 mars dernier, le Parlement européen a adopté une résolution pour la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. Vous avez déjà produit un communiqué. Est-ce qu'il s'agit d'une ingérence dans les affaires de la Confédération? Forcément une ingérence. Le Niger appartient à l'Union européenne. Ils n'ont qu'à rester tranquilles chez eux. Est-ce que nous, on s'est déjà ingéré dans leurs affaires? Bazoum, il est nigérien, non? Ou il est de l'Union européenne? Qu'ils nous disent. Si c'est un agent qu'ils avaient placé, qui n'est pas nigérien, qui est venu pour une mission, ils n'ont qu'à nous dire. Si on va remettre leur agent, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avant de remettre ou pas. Il faut que ça s'arrête maintenant. Que les gens arrêtent de se comporter comme si on était au temps de la colonisation. Et c'est ça aussi que nous sommes en train de décrire, de combattre avec beaucoup de dirigeants africains. Et regardez-nous. Même l'Union africaine, ça n'appartient pas aux Africains. Ils sont dictés. Ce qu'on dit de faire, ils font. On dit de faire tel communiqué, ils font. Même le bâtiment de l'Union africaine, vous savez que ce n'est pas construit par les Africains. On n'a pas honte. Et tant qu'on va montrer cette posture-là, ils vont continuer à se comporter comme ça. Parlement de l'Union européenne. Mais occupez-vous des problèmes de l'Union européenne. Les populations là-bas ne souffrent pas. Les paysans là-bas souffrent. On les voit, ils bastonnent leurs paysans dans les rues, avec des accords bizarres. Ils n'arrivent même plus à survivre. Des gens se suicident là-bas. Mais occupez-vous de vos problèmes. Luttez contre vos oligarchies qui appauvrissent vos populations. Au lieu de venir ici dire que, hey, ils n'auront plus l'énergie d'Afrique. En tout cas, si c'est de chez nous ici, là, on va se battre pour qu'il n'y ait plus rien ici. Si vous voulez, vous venez vous coopérer en bonne et due forme. Si c'est pour venir nous piller là, jamais. C'est ça, la bataille, c'est l'énergie. L'uranium, le pétrole, même notre or. C'est ça la bataille. Pendant longtemps, vous avez pillé là-bas. Et voilà, et ils sont dans le noir.
Vous êtes dans la lumière, vous faites tout ce que vous voulez. Mais attendez. Ok, on se prépare. Monsieur le Président, au sein de l'AES, c'est une vision commune, on parle de la même voix et ce sont des actions communes qui sont menées ensemble. Cela a été constaté à plusieurs reprises. J'aimerais juste savoir au plan diplomatique, est-ce que quelque part le bilatéral peut-il primer sur le confédéral? Alors, là-bas, il faut que peut-être on soit un peu plus tranchant pour dire que c'est vrai, c'est une confédération. Chaque pays peut développer ses relations bilatérales et tout, mais quelque part, si ça doit avoir un impact sur la confédération, il faut qu'on puisse freiner. Et là, ça demande de la sincérité d'abord entre nos dirigeants, de la sincérité dans nos politiques, internes, pour pouvoir éviter qu'un cheval de Troie ne se glisse à travers une coopération bilatérale dans l'organisation. C'est un sujet qui est d'actualité, que nous-mêmes nous sommes en train on se concerte là-dessus, et je pense que d'ici là, on aura une résolution très claire là-dessus pour que le bilatéral ne prime pas sur le confédéral. Excellence, l'agence d'exécution de l'AES est aussi l'un des instruments les plus attendus. Alors, qu'en est-il, où en êtes-vous avec la mise en place de cette agence? Oui, on est en train même de modifier le dédié agent d'exécution. Nous voulons que ce soit comme un bureau. Si vous suivez dans la feuille de route, vous allez voir qu'on n'a pas mis agent d'exécution, je pense. Il y avait dit de mettre une agent d'étude parce qu'il faut encore restructurer et armer pour être une force de proposition. Voilà. En termes d'agriculture, qu'est-ce qu'on devrait faire les trois pays? Parce que c'est pas évident que tout le monde produise la même chose. De toute façon, même pas le même climat même. Donc, il peut y avoir des choses qui peuvent être produites dans un pays, d'autres dans l'autre, maximiser. Et après, le plus important, c'est le marché qu'on va fédérer. Je pense que c'est une meilleure formule qu'une agence d'exécution. Je sais que beaucoup d'actions sont faites. Il y a la force commune dont vous avez parlé. Mais est-ce que quelque part, Monsieur le Président, aujourd'hui, il ne serait pas temps qu'on puisse voir également au plan confédéral ce processus de dialogue doctrinal afin de désintoxiquer un peu tous ces jeunes qui sont endoctrinés alors qu'au fond, on parle de la religion. Mais ces terroristes-là ne sont pas des religieux en tant que tels. Oui. Il faut un travail, mais nous essayons nous-mêmes de communiquer beaucoup sur ça pour que les jeunes comprennent. Et quand nous montrons même les images de certaines opérations et tout, c'est pour que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas d'avenir. Mais vous savez, le travail d'endoctrinement de l'Afrique a été profond, a été très profond. Quoi qu'on dise, il y a plein de jeunes qui rejoignent ces mouvements terroristes-là au nom de la religion. Ça, c'est une réalité indéniable. Si on passe à côté, on ne se dit pas cette vérité, on aurait échoué. Donc, il faut qu'on mette même les leaders religieux aussi sur le travail. Ici, nous avons mis les gens sur un projet de discours alternatif. Et on va le corriger, on va imposer un discours. C'est ça qui doit être prêché partout. Parce que l'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain, aujourd'hui les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas. Ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Et leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. Leurs enfants, leurs familles sont bien gardés quelque part. Mais ils vont endoctriner ces idiots que j'appelle là, sur le terrain, là, ceux qui tiennent les armes là. Et ils croient vraiment que c'est la religion. Voilà pourquoi nous devons développer des mécanismes pour que les gens puissent prêcher à tout bout de champ, pour faire comprendre que ça, ce n'est pas la religion. Et ça, c'est impératif. Et je suis d'accord avec vous.
C'est en cours. Il faut qu'on ait un document unique et que partout, on puisse prêcher la même chose. Peut-être que ça va aider certains qui sont convaincus de cette chose-là, de freiner et de ne plus aller vers ça. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement vous méprise, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Donc en tout cas, nous, on est en train de travailler là-dessus pour avoir un document. Et chaque fois que les gens doivent prendre la parole, prêcher et tout, ils doivent pouvoir prêcher pour désarticuler un peu leur discours. Et là, je pense que ça peut faire aussi une avancée dans le recrutement dans les groupes terroristes. Oui, Monsieur le Président, peut-être une dernière question sur ce volet avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, notamment au détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il y a des possibilités que la fermeture et la guerre, la fermeture de ce détroit et bien entendu la guerre qui s'y mène puisse avoir des conséquences sur nos économies, les économies de pays de l'AES, notamment en ce qui concerne le pétrole? Oui, forcément. Il y a déjà des conséquences. Alors, au Burkina, on essaie de continuer. Vous savez que c'est subventionné tout ce qui est essence, gasoil, gaz et tout. En fait, le prix auquel on paye, ce n'est pas le prix auquel on vend aux populations. Donc l'État subventionne. Et l'État subventionne, c'est à travers quoi? Ce sont nos propres richesses qu'on exploite là encore. C'est ça qu'on essaie aussi de garantir pour subventionner ce genre d'hydrocarbures. Il y a déjà des conséquences. Le prix du baril est monté. La ressource même se fait rare parce que les pays maintenant qui arrivent à exporter aussi ont augmenté le prix. Donc on paye beaucoup plus cher. Mais bon, nous on a essayé de contenir, de toujours maintenir les mêmes prix, que ce soit au niveau du gaz ou au niveau de l'essence. Et nous espérons que la situation se résolve. Sinon, s'il y a un coût sur l'énergie, il y a forcément un coût sur l'industrie, un coût sur les matières premières, un coût sur tout ce qui est importé, parce que le transport devient plus complexe. Donc tout augmente normalement. Mais jusque-là, nous faisons des efforts pour que les populations ne ressentent pas les effets de cette guerre. Parce que nous, malheureusement, nous ne produisons pas de pétrole, mais à l'espace confédéral, le Niger en tout cas est en exploitation. Il y a un projet d'ailleurs qu'on a mis sur la table pour voir comment est-ce qu'il ne faut pas que nous on se concentre sur notre production ici. Et en tout cas, on attend des propositions de la part du Niger qui dispose de la ressource. Comment est-ce qu'il faut qu'on développe peut-être des raffineries très grandes pour exploiter ce qui est dans notre sous-sol pour nos populations et tout. Là, ne plus dépendre de l'importation. Sinon, quand un pays produit du pétrole et encore réimporte des produits pétroliers, bon, c'est un peu bizarre. Mais en Afrique, c'est la mode. Tous les pays africains qui produisent du pétrole, la plupart importent du pétrole. Parce qu'on exporte brut et on réimporte raffiné. L'énergie, c'est la base de tout. Hein. Même les engrais. Vous voyez que les engrais, le prix va monter parce que beaucoup étaient importés à partir de ces pays-là. Mais le prix va monter. Donc, mais on essaie de contenir toujours, sinon ça a un impact considérable sur nos économies. Ça, c'est une réalité. D'accord, vraiment merci Monsieur le Président. Donc nous sommes au terme de ce premier tableau, si je peux m'exprimer ainsi. Merci à vous, donc chers confrères, donc pour toutes les questions donc adressées au chef de l'État. On va vous permettre donc de vous retirer pour permettre donc à la deuxième équipe qui constitue le deuxième tableau de s'installer. Alors, Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons maintenant dérouler le deuxième plateau donc, de cette émission. Ce deuxième tableau donc, reçoit également 3 journalistes, mais cette fois-ci de la presse internationale. Il s'agit de Yousra El-Baghir, donc de Sky News, un média britannique. Nous avons également avec nous Gilles Boko, donc de New World TV, un média donc basé au Togo, et Valerio Cataldi, donc de Rai TV, une télévision italienne. C'est bien cela. Alors bonsoir chers confrères. Ouvrons donc ce chapitre avec l'actualité africaine. Et une fois n'est pas coutume, on commence avec vous. Alors Madame Yousra, alors votre première question adressée au chef de l'État.
Monsieur le Président, quelle est la vision de votre pays? La vision globale du Burkina, vous voulez dire? Alors, merci et soyez les bienvenus. Et je pense que vous êtes dans le pays qui prône aujourd'hui la souveraineté nationale, l'indépendance totale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a été colonisé comme beaucoup de pays africains, mais aujourd'hui nous sommes en train de nous exprimer. Et donc la lutte pour la souveraineté et l'indépendance sont donc le moteur de notre combat. Merci. Que signifie votre révolution en pratique? S'agit-il d'une révolte contre l'Occident ou d'un changement national interne? Révolte contre l'Occident, non. L'Occident, il ne faut pas mélanger les choses. J'aime dire de faire la distinction en tant que révolutionnaire entre les peuples et les politiques. Ils sont nombreux en Europe, en Occident, qui nous soutiennent dans notre combat. Nous voyons à travers les peuples. Et nous voyons même à travers vos plateaux télé et tout, beaucoup de gens qui interviennent, qui soutiennent notre combat de liberté. Et je pense que tout le monde y a intérêt. Mais maintenant, les politiques de certains pays peuvent être opposés à notre idéologie. Et la révolution, logiquement, va combattre cette idéologie. Parce que nous voulons nous affirmer. Et il y en a qui ne veulent pas qu'on s'affirme, qui veulent nous maintenir dans l'esclavage, dans l'aliénation. Non, la révolution combat cela. Donc voilà un peu notre ligne de conduite. Voilà. Oui, alors M. Boko. La première question, comment définissez-vous la contribution spécifique du Togo à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel? Considérez-vous le Togo comme un partenaire stratégique de cette nouvelle architecture, bien qu'il ne soit pas membre de l'AES? Le Togo est un pays, en tout cas je tenais à remercier beaucoup le peuple togolais et leurs autorités. Je peux dire que le Togo est un partenaire plus que stratégique. Moi je ne parle pas de partenaire stratégique, je parle de pays, de frères. Parce que lorsque des gens cherchent à vous étouffer, à vous tuer, et qu'un frère peut vous aider, je pense que la fraternité ne dépasse pas cela. Et pendant des moments difficiles, le Togo a toujours pris sa position. Et jusqu'à aujourd'hui, le Togo a sa position, sa ligne de conduite qui soutient l'AES. Et donc c'est un pays frère, c'est plus qu'un partenaire. Voilà ce que je peux dire. Et le Togo a posé beaucoup d'actes, que ce soit sur le volet économique à travers donc la route maritime, certes, mais même dans le volet de la défense. Le Burkina Faso, par exemple, et le Togo, nous avons une coopération très étroite dans la lutte contre le terrorisme et tout. Et ça, il faut s'en féliciter. Nous sommes au-delà de ce que les gens peuvent imaginer, je le disais souvent. Aujourd'hui, les deux armées, les réponses les unes envers les autres et les planifications ne sont plus au niveau étatique. Ce n'est pas comme avant quand un avion au Burkina doit intervenir ou bien un avion togolais doit intervenir. Il faut qu'on appelle jusqu'à la présidence, avoir les autorisations de traverser les frontières. Non, c'est au niveau local. Ce n'est même pas l'état-major, c'est carrément au niveau local. Donc les forces cohabitent et tout. Donc vous voyez que c'est un partenariat exceptionnel. C'est de la fraternité, c'est tout ce qu'on demande. Et ce partenariat s'est renforcé, peut-être sans doute avec l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui, renforcer, c'est trop dit. C'était déjà fort. Ce n'est qu'une suite logique. Le Togo ne peut pas être en fraternité avec nous et laisser sur son sol quelqu'un qui cherche à détruire ses frères. Donc, c'est nous qui avons souhaité donc, que le Togo les garde depuis longtemps, sinon ça n'a pas commencé maintenant. Mais à un moment donné, avec des preuves assez accablantes, donc les autorités togolaises ont décidé de le renvoyer pour qu'il ne soit pas un obstacle à notre avancée. Donc ça aussi, c'est à saluer. Vous l'avez déjà rencontré depuis son extradition, en tête à tête? Pourquoi? Non, je n'ai pas à le faire. Il est entre les mains de la justice, il entend des tout. Et je ne l'ai pas fait. Excellence, on dénombre moins 5 tentatives de coup d'État contre vous. Qui veut vous tuer et pourquoi? Vous avez dénombré 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, c'est ce qui est peut-être dévoilé. Tous les jours, il y a des gens qui cherchent coûte que coûte à ce que nous ne soyons pas là. Ceux-là qui veulent nous voir disparaître, ce sont ceux-là que nous appelons les esclaves de salon. Ce sont ceux-là qui vendent l'Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique soit libre.
ce sont très souvent des Africains qui sont aliénés et qui sont exploités. Nous sommes de ces dirigeants qui veulent créer les conditions pour que nos jeunes travaillent ici, au lieu d'aller se rester dans les rues des autres à mendier. Et très souvent, il y en a qui arrivent à des comportements pas en tout cas sains dans vos sociétés là-bas. Nous ne voulons pas voir ça. L'Africain n'est pas un sous-homme. Mais dans ce même cadre, les pays qui nous colonisent, qui veulent nous voir dans l'esclavage, qui veulent nous maintenir, ont leurs suppôts ici, leurs valets locaux, leurs répondants. Et ces gens sont prêts à tout pour nous voir éliminés. Et voilà malheureusement le contexte de l'Afrique. Et ces individus, tous les jours que Dieu fait, lorsque nous sommes vivants, ils ne sont pas contents. Et donc c'est un combat permanent et continuel. Qui sont les impérialistes? Les impérialistes, il n'y a pas un visage qu'on peut coller. C'est une mentalité. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Je le disais tout de suite. Les peuples européens nous soutiennent beaucoup. Beaucoup de dirigeants européens nous soutiennent même d'ailleurs. J'ai entendu donc notamment un de vos dirigeants qui depuis longtemps a sonné la sonnette d'alarme, qui a dit que le fait que la France exploite l'Afrique avec son franc CFA et tout crée ces vagues de migration vers les pays européens, notamment vers l'Italie. Elle a parfaitement raison. C'est la situation comme ça. Donc, vous voyez que c'est en Europe, mais tout le monde ne comprend pas la chose de la même façon. Donc l'impérialisme, c'est l'individu qui veut dominer l'autre, qui veut maintenir l'autre dans l'esclavage, qui opprime les autres. Il peut être noir, il peut être blanc, il peut être africain, il peut être européen, il peut être américain, il peut être asiatique, il peut être de toutes les nationalités. Mais tout individu qui a cette envie-là d'opprimer les autres, de maintenir les autres dans la domination, c'est un impérialiste. La liberté individuelle peut-elle être intégrée et votre révolution une veut d'une souveraineté totale, la liberté d'aimer qui l'on veut, d'exprimer librement, de s'opposer à votre pouvoir? Ah oui, voilà quelque chose, vous avez très bien fait d'être venu, c'est-à-dire quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passent le temps à mentir en Europe, comme si ici, les gens se promenaient avec des haches et des gourdins. Lorsque tu ouvres la bouche, on te frappe. C'est faux, hein? Il y a la liberté. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de donner son opinion et tout. Même sur nos chaînes de télé, vous voyez des gens qui donnent leur opinion. Mais la liberté a ses limites. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur le champ de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi il est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Même ceux-là qui disent qu'il y a liberté d'expression, il n'y a pas de liberté en réalité. Alors, nous prenons les Français, les autorités françaises, pour ne pas mélanger avec la population française. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Il n'y en a pas. Si vous ne vous alignez pas dans l'idéologie des autorités, on vous chasse sur le plateau télé, il y a des journalistes qu'on chasse, ou bien on a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été chassés des RFI. Ce sont des journalistes, non? Qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les chasse? Leur opinion. Donc il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même. Regardez aujourd'hui les guerres qui se passent. Est-ce que vous êtes fou en tant que journaliste? Aller faire un certain reportage, ça ne va jamais passer. Quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, on a cherché beaucoup de médias russes en France. C'est ça la liberté d'expression? Non. Chaque liberté a ses limites. Quand les paysans, les gilets jaunes et autres sont sortis, on les a bien tabassés. Ils ont voulu exprimer leur opinion pour dire à l'État il faut une certaine politique pour que nous aussi nous puissions vivre. Nous, ici, nous, on prend soin de nos paysans. Non, nos paysans n'ont jamais marché quand on les a tabassés. On prend soin d'eux, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent cultiver tranquillement, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. Mais ce sont ces pays-là qui sont dans des tribunes en train de dire pays de liberté. C'est faux. C'est tous des dictateurs.
Leur liberté, c'est vis-à-vis de l'Afrique. Donc, il faut relativiser la liberté. Ici, nous sommes plus libres que eux. Beaucoup plus libres. Alors, derrière les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt, il est souvent dit que les mains de certains pays voisins se cachent derrière pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêts à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis. Le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSO, vous voyez. Mais je dis, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers et sous-officiers et tout. Aucune explication. Il dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves et on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à voir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend le Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu, quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tuez-vous entre frères noirs », qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé. Il y a des gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Nous, par contre, personne ne nous dicte ce qu'on doit faire. On gouverne en fonction de nos populations, du besoin de nos populations. Nos populations ont besoin d'eau, on fait tout pour donner l'eau. Ils ont besoin d'avoir l'autosuffisance de manger à leur faim, on fait tout pour cela. Nos populations ont besoin de sécurité, on se bat pour les donner de la sécurité. Ils ont besoin de routes, de développement, c'est ce qu'on se bat pour faire. Mais nous ne partons pas chez quelqu'un, aller prendre des ordres, il faut donner le marché de route à telle entreprise, donne tel truc à telle entreprise ou quoi. Ce sont des esclaves en fait. Et eux, tant qu'ils seront dans cette mentalité, oubliez les désescalades. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Tant qu'ils seront dans cet esprit. Voilà ce que je peux dire. Les droits de l'homme, Monsieur le Président, organisations internationales, on vous a accusé de réprimer la presse indépendante et la société civile. Y a-t-il une place pour les droits de l'homme au Burkina Faso? Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Mais moi je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Vous savez, personne ne va venir ici financer des gens, les endoctriner pour détruire nos pays. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, il y a combien d'ONG au Burkina? Vous pouvez imaginer, faites des recherches. C'est même pas des centaines, hein. C'est beaucoup. Je ne vais pas vous donner de nom. Faites des recherches. Cherchez chaque ONG fait quoi. Vous croyez vraiment que c'est humanitaire? Donc il y a des choses comme ça qu'on combat. On dit qu'on combat les droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme? Nous, on lutte contre le terrorisme pour sécuriser nos populations. Donc on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie. Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits de l'homme? On se bat pour que les écoles qui sont fermées ouvrent, pour que les enfants puissent aller à l'école. Le droit à l'éducation, ce n'est pas le droit de l'homme. Qui se bat pour nous? Qui nous aide? Ces mêmes gens qui pillent tous les jours que les droits de l'homme, personne ne nous a donné une seule cartouche pour lutter contre le terrorisme qui tue nos enfants, pour lutter contre le terrorisme qui ferme nos écoles, qui détruisent nos écoles. Ça veut dire que les terroristes
luttent contre les droits de l'homme, nous on lutte pour les droits de l'homme, et eux, ils encouragent les terroristes. Qui luttent contre les droits de l'homme? C'est eux qui le disent. Et je vous parlais tout de suite de certaines choses qui se passent en Europe et tout. Mais c'est là-bas qu'ils luttent contre les droits de l'homme. Sinon, ici, les droits de l'homme existent. Et retenez quelque chose, les droits de l'homme viennent d'Afrique. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest ici. Les premières chartes qui parlaient des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kouroukanfouga. Kouroukanfouga. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains. On était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes existaient. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. Et on fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des forêts pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Et les VDP accusés de graves violations, où sont les investigations promises? Ceux qui disent que les VDP sont accusés de graves violations, ils ont présenté quelles preuves? Nous-mêmes, qui avons pris des VDP dans certains actes, ils sont en prison. Ces VDP-là sont en prison. Et ils savent où ils sont. Et nous avons dit, quiconque... Ça, c'est pas quelqu'un... Écoutez, nous sommes majeurs. Hein. Nous sommes majeurs. Il ne faut pas que quelqu'un va nous voir comme des sous-hommes. Nous savons ce que nous faisons. Et c'est cette mentalité aussi qui est dangereuse. Parce que souvent, certains dirigeants en Occident et trucs là voient les Africains comme des sous-hommes. Et donc, ils viennent ici comme si ils doivent nous apprendre des choses. Je vous ai dit que le droit à la vie, c'est nous, on enseigne ça au reste du monde. Personne ne nous enseigne ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes avec certains VDP. Il y en a qui ont fait des bavures et autres. Ils sont en prison. C'est sans état d'âme avec ça. Maintenant, tout ce qu'ils disent là, ils ont eu quelle preuve? Rien. C'est nous, quand les gens nous accusent, on fait les investigations. Et très souvent, on part trouver que c'est ce qu'on appelle la perfidie. Les terroristes, ils viennent, ils font des massacres dans des endroits, avec souvent nos tenues. Même souvent, on dit que c'est l'armée. Et puis ils partent. Ils sont venus dans les tenues de l'armée. Oui, mais ce n'est pas nous. Ils mettent nos drapeaux, tous nos insignes, et puis ils viennent faire. Et les terroristes publient des vidéos de ça. Mais pourquoi ils ne nous voient pas? Les terroristes publient sur les réseaux sociaux des vidéos où ils sont dans nos tenues, dans nos accoutrements et tout. Ils partent faire des actions. Et puis après, ils filent nous donner à ces gens, à ces individus-là pour dire que ce sont des forces armées. Ils sont bien au courant parce que c'est eux-mêmes qui partent là-bas. Comment ils ont fait pour avoir le canal avec les terroristes pour avoir des images? Comment ils font? Et il y a des gens même qui ont le culot de nous dire qu'ils ont filmé. Je me rappelle une fois, une ONG qui, par image satellite, ils ont vu des Maliens en train de commettre les forces maliennes en train de commettre des exactions. Ils n'ont même pas honte. Et ils n'ont pas l'intelligence de savoir que ce qu'ils disent n'est pas bien. Pourquoi je dis n'ont pas l'intelligence? C'est parce qu'ils voient le noir toujours comme un sous-homme. Sinon, si vous avez la capacité d'avoir des satellites pour voir des forces en train de commettre des exactions, mais vous n'avez pas de capacité d'avoir des satellites pour voir les terroristes. Vous nous insultez alors. Ici, tout notre combat, c'est pour la survie de nos populations et leur sécurité. Et on vit bien. On vit bien, on est en bonne harmonie. Sinon, bon, on ne pourrait pas aller où on veut. Et voilà, on ne pourrait pas agir. Et vous pouvez vous balader au Burkina. Hein. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Vous allez voir ce qui change au Burkina, qu'est-ce que les populations apprécient de notre révolution et tout. Et ça vous fera beaucoup de bien. À l'issue d'une réunion tripartite tenue récemment à Cotonou entre les chefs d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, de France et du Bénin, un des officiers, en l'occurrence le chef d'état-major de France, a déclaré que depuis votre prise de pouvoir, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée, on dirait même catastrophique. Que répondez-vous à cet officier, Monsieur le Président? Il est français, non? Qu'il s'occupe de ses oignons. Nous sommes burkinabés, ça ne le regarde pas. Il faut qu'il comprenne ça. Tout ce que moi j'ai dit, quand quelqu'un parle de nos pays, c'est une insulte pour nous.
Ça veut dire qu'ils nous voient en sous-hommes. En quoi ça les regarde? La situation s'est détériorée, c'est entre nous Burkinabés. Ça le regarde? En rien. Qu'il s'occupe de ses oignons. Et il reste chez lui. Il a quoi à mettre sa bouche dans les affaires du Burkina? Ou bien il a la puissance de colonisation toujours. Qu'il le dise haut et fort, que c'est lui le maître colon et que nous sommes des esclaves. Voilà pourquoi il met sa bouche dedans. Sinon, pourquoi il parle du Burkina? En quoi ça le regarde? Ils étaient ici. Moi, je les ai cherchés, ils ont quitté ici en 2023. Ils étaient là. Quand ils quittaient ici, là, Bobo Ouaga était coupé. On ne pouvait plus s'élever à Ouagadougou, les deux capitales, aller là-bas. Les terroristes étaient là. Koumbia, quoi, tout était attaqué. Koudougou, les gens sont rentrés jusqu'à côté de Koudougou, 100 km. Tout était encerclé. La RN16 qui relie des zones de Togo, qui pouvait prendre la route? Mais ils étaient là, non? Avec tous les hélicoptères, les chars et tout ce qu'il faut, la technologie, les drones, les satellites. C'est des incapables alors. Aujourd'hui, nous on circule tranquillement, librement. Et la dernière fois, il y a des ambassadeurs de l'Union européenne et certains pays européens qui ont dit est-ce qu'ils peuvent tourner? J'étais surpris de les voir à la télé. Ils partent un peu partout, ils vont à Douri, ils se baladent dans le pays. Moi je pars où je veux. Pas par les airs, mais par la route. À travers mon pays. On ne peut pas se lever ici à Lourdes, jusqu'à Gawa, aller faire ce qu'on veut, revenir, aller à Tinkodo. C'est impossible. Ce sont des Burkinabés qui sont battus pour reconquérir nos terres. Et si ça c'est pire, c'est bien sûr pire pour lui. C'est pas bon pour lui. Notre avancée là, c'est dangereux pour la France. C'est dangereux, c'est pas bon qu'on reconquiert nos terres. Donc, comprenez qu'il a raison. Quand il parle, c'est pas pour notre bien à nous, c'est pas pour notre peuple, c'est pour eux leur bien. Et ils nous veulent dans l'insécurité. Et qu'ils viennent. Mais ils ont été incapables de ramener la sécurité. Et on va le dire même demain haut et fort. Nos forces se battent, on n'a pas besoin d'eux. Qu'ils s'occupent de leurs problèmes. Et bon, nous aussi, voilà. La Russie a-t-elle été efficace pour vous aider à lutter contre le terrorisme? Alors, il faut que les gens comprennent quelque chose. C'est vrai que le président russe même a souhaité tout ce qu'on veut comme aide en matière de lutte contre le terrorisme. Qu'il veut que, si on veut que l'envoi de tout, pourquoi? Pour nous aider à combattre tout. Mais moi, je dis quelque chose, nous sommes des Burkinabés. Personne ne viendra se battre pour nous. Ça, c'est intrinsèque à nous, Burkinabés. Donc, tout ce qu'on fait avec la Russie, si on a besoin d'équipement, la Russie, en tout cas, a ouvert la porte. Tout ce qu'on veut payer, ils sont prêts à nous vendre. Donc, déjà, ça, c'est une avancée majeure. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays là, à qui on a voulu payer avec notre argent, ils ont refusé, non? Oui, beaucoup de pays européens et tout, ils ont refusé totalement de nous vendre les équipements. Mais la Russie nous vend ce qu'on veut. Deuxième chose, avec la Russie, nous partageons beaucoup d'expériences de combat. Ils sont en guerre, une guerre, je dirais, moderne. Nous aussi, on apprend de leur guerre. Nous sommes en guerre et aussi ils apprennent de notre guerre. Vous comprenez? Donc il y a un partage d'expérience. C'est un domaine assez restreint. À part ça, personne ne nous aide sur le terrain. Ce sont les soldats burkinabés qui se battent, qui reconquièrent nos terres et qui continuent de progresser. Personne ne sait comment ça avance. Même la formation, on se forme entre nous. Personne ne forme l'armée burkinabé. Voilà. Parce que nous avons un concept, j'aime le dire aux gens, je le dis tout de suite. Vous, les Européens et autres, vos armées là, est-ce que c'est Dieu qui est venu vous montrer comment on fait la guerre? Est-ce que vous êtes plus intelligents que nous? Non, on a le même cerveau. Donc nous aussi, on va développer la guerre avec notre guerre que nous avons. Personne ne vient nous former. Et personne ne sait faire mieux cette guerre que nous. Ça, je peux vous le dire. Si des armées européennes viennent ici affronter les terroristes dans nos conditions, ils vont mourir. C'est nous qui connaissons cette guerre, c'est nous qui la menons, c'est nous qui nous formons à faire cette guerre. Et il faut que les Africains arrêtent de croire que, comme si Dieu a envoyé un Messie pour apprendre aux autres comment faire la guerre, et c'est eux qui doivent venir nous apprendre. Pourquoi? On peut payer un équipement chez vous, qui est technologique, vous venez nous apprendre à utiliser l'équipement. Après ça, vous partez. C'est ce qui se passe avec les Russes, les Chinois, les Turcs, vous voyez, des drones, certains équipements avancés. Quand on paye, ils viennent, mais il y en a quelques mois, ils nous apprennent à utiliser l'équipement, et puis après ça, le contrat est fini, chacun rentre chez lui. Mais sur le champ de bataille, c'est burkinabé. Ce sont nos terres, et c'est nous, on va se battre pour nos terres. C'est ça la logique. Je vois, Monsieur le Président,
mais plus de 60% de Burkina Faso, soit la majorité du pays, est contrôlée par des djihadistes. Cette approche fonctionne-t-elle? Qui a dit ça, hein? C'est vérité. Ah oui. C'est les femmes. Après ici, vous prenez partout où vous voulez sur la carte. En ligne, print, là? en ligne. En ligne. En ligne, vérité, le fait. Peut-être regarder des informations sur Internet. Ah oui. Voilà, c'est ça. Ce sont les mêmes là, les mêmes médias, les mêmes gouvernements là. Ils peignent le Burkina en rouge. Ça c'est faux. Mais moi je suis le chef de l'État. Ou bien tout de suite on vient de discuter les tentatives d'assassinat et tout. Citer une ville. Il y a juste quelques villes que je n'ai pas encore visitées. Moi je pars partout. Et tout le monde part partout. Donc, au nord, il y avait une bande qui était sous contrôle. Je viens de dire, les forces sont jusqu'à Pétékoli aujourd'hui. À l'est, à la frontière vers le Bénin, nos forces ont pris Nadiagou il y a 1 ou 2 semaines. À l'instant, là, ils sont à Pognou, à côté de chez vous. C'est où on ne peut pas partir. C'est du mensonge. Ils mentent. Tout est archi faux. Si c'était tel que vous le dites, on fait le tour du Faso ici, non? On roule, non? À vélo, non? On organise nos événements, non? Il y en a même qui disaient la dernière fois que Djibo a disparu, Djibo est tombé. Pendant le même temps, il y avait compétition de football à Djibo qui a été clôturée il y a quelques jours. Ils mentent. L'art de mentir, c'est dans les médias occidentaux. Beaucoup de ces médias mainstream, comme j'aime dire, ils ne font que mentir pour vous vendre de fausses informations et croire que tout va mal. Au contraire, beaucoup de choses vont bien ici. Notre économie se porte très bien. On se porte mieux dans notre combat et on avance. Donc, ce que vous lisez sur Internet, attention. La Russie vous aide-t-elle à gérer votre image en ligne? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Africains le font déjà. Beaucoup de vos populations en Europe le font déjà. En Amérique, un peu partout. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est nous, on peut les aider, les payer ou quelque chose? Non. Je pense que les gens ont vu notre combat. Ils ont compris notre combat. Et vous voyez, c'est cette habitude que les gens ont là. On paye les gens pour gérer quoi? Pourquoi? Aider à organiser son image en ligne, quoi. Non, non, non. On a dépassé ça. Des médias nous ont approchés pour faire ça. Je vous ai dit ça. On a dit on ne paye pas. On ne fait pas. Allez-y gâter notre image. Ils le font, non? Jeune Afrique, RFI, quoi. On ne va jamais payer pour ça. Avant, ça se faisait. Et là où même on faisait payer, j'ai fait fermer tout. On ne paye plus rien. Parce que vous avez une société d'État, ils les font prendre des actions dans leurs médias. Action dans un média, ce n'est pas un retour. Vous investissez. J'ai fait arrêter tout. C'est lui qui vient n'a qu'à salir notre image. Nous, nos populations savent ce qu'on fait. Les Africains savent ce qu'on fait. Les populations qui veulent d'un monde juste, à travers partout dans le monde, savent ce qu'on fait. Donc, à l'initiative, les gens parlent de ce qu'on fait de bien. Parce que ce qu'on fait aussi est juste. Notre combat est juste. Donc, on ne paye pas quelqu'un pour laver les images ou quoi. Non, épargner les Russes de ces choses-là. Hein? Toutes choses, c'est les Russes. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? C'est la Russie qui doit chaque fois tenir la main des gens. Pardonnez, laissez-les tranquilles. Les Russes sont dans leur combat là-bas. On a de très bonnes coopérations, mais ne croyez pas qu'ils sont dans un esprit d'esclavagiste, comme ce que les gens pensent. Non, les Russes ne sont pas comme ça. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des gens. Et c'est ce que j'apprécie chez eux. Justement, concernant ces nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Russie, on peut dire qu'il ne fait pas beau temps pour les alliés de la Russie, notamment au Venezuela, en Iran. Alors, sur cette base, est-ce que vous voyez l'hiver noir venir jusqu'à Ouagadougou? Est-ce qu'il vous traverse l'esprit que vous soyez enlevé un jour comme quelqu'un et jugé ailleurs? Est-ce que l'hiver noir peut s'étendre jusqu'au Burkina? Vous savez, les Africains ont un problème. Et le problème majeur, c'est de vouloir croire que quelqu'un fera votre combat à votre place. Je viens de l'expliquer en long et en large. Nous, comme ça, dès le début, je vous ai dit, on a eu toutes les propositions, pas de la Russie seulement. Hein. Beaucoup de pays nous ont proposé d'envoyer des troupes pour nous aider et tout. Nous avons dit non. Non et non. Parce que j'ai conçu une mentalité chez les chefs militaires et tout. Notre combat, c'est nous d'abord. Notre sécurité, c'est nous d'abord.
personne ne viendra le faire à votre place. Si quelqu'un vient le faire, ce ne sont plus vos terres de 1. Si quelqu'un doit assurer votre sécurité pour vous, ce n'est pas votre sécurité, on vous tient. Et si vous devez apprendre à faire la sécurité autour de vous par quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît vos procédures, il connaît tout. Vous comprenez? Et si vous faites une alliance, croire qu'en cas de cas, ah ouais, c'est l'allié qui doit venir se battre, vous avez tout faux. Et moi, je passe le temps à le dire. À ceux qui sont proches de moi ou à ceux qui sont loin, il faut compter sur soi d'abord. Et quand vous comptez sur vous-même et que vous développez votre outil, vous n'avez pas peur a priori. Donc ça, c'est très important. Donc on ne compte pas. S'il y a des alliés de la Russie qui ont compté sur la Russie pour des événements, c'est leur problème. Moi, je ne compte pas sur s'il y a un événement particulier ici, qu'aux premières heures, la Russie soit là ou pas. Non, je ne compte pas sur ça. Le seul soutien que la Russie peut apporter, quand je vais payer quelque chose pour me défendre, qu'il accepte mes vannes. C'est tout. Mais on ne demande pas à des alliés de venir se battre pour mourir pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas des humains? Mais si vous réagissez comme ça, c'est comme vous mettez en humain de seconde zone. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des humains au même titre que les autres. Mais c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. En voulant, voilà. Même comme des chefs d'État, leur sécurité est assurée par d'autres nationalités. C'est pas sérieux. Deuxième chose, comme il y a des chefs d'État, quand c'est leurs propres hommes qui assurent, ils les envoient former ailleurs. Ça veut dire que nous, on est dépourvus d'intelligence pour développer quelque chose. Si tu envoies ta sécurité aller former ailleurs, ça veut dire que ces gens maîtrisent ta procédure. Ils maîtrisent tout autour de vous. Donc vous n'avez rien fait en fait. Vous êtes assis, croyant que vous êtes habillé, mais vous êtes nus. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout détailler ici. Il y a tellement de choses qu'il faut que les Africains prennent en compte et que certains aussi prennent en compte. Écoutez, nous on aime dire depuis les villages, quand on te lave le dos, grouille pour laver ta face aussi. Donc il y a des alliances stratégiques qui permettent à ce que vous souteniez dans certaines sphères. Le reste là, il faut pouvoir développer vous-même. C'est comme l'industrie militaire. On est là en Afrique, on est assis. Moi je dis oui, on a payé urgemment des équipements pour contenir notre menace et faire notre guerre. Mais vous croyez qu'on va continuer comme ça? En tout cas pas le Burkina. Parce que notre mentalité est différente. Désormais, nous allons produire l'équipement militaire. Pour nous, ici les gens veulent, on va les vendre. Parce que je suis convaincu d'une chose, on a des cerveaux aussi, on réfléchit, on n'est pas bête. Mais si vous comportez d'une manière, c'est vous-même qui montrez aux autres que vous êtes bête. Vous ne produisez rien et vous n'avez même pas l'intention de produire quelque chose. Vous ne développez rien, que ce soit tactiquement ou techniquement, vous partez toujours vous adresser aux autres. Mais vous n'êtes pas des humains. Il ne faut pas compter sur les autres. Comptez sur vous-même d'abord. Et ça, c'est à l'échelle individuelle au Burkina. Chaque Burkinabé doit compter sur lui-même d'abord. Et la révolution, c'est cette mentalité. Vous voyez, avant tout le monde s'assoit, c'est l'État, c'est l'État. Nous sommes en train de changer la chose. Vous devez compter sur vous d'abord avant de faire appel à l'État. Et donc, jusqu'à l'échelle État, c'est comme ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, il n'y a pas de crainte. Nous, on a un système qu'on a développé, qu'on perfectionne au fur et à mesure. Mais personne ne vient nous montrer quelque chose, nous enseigner quelque chose. Tant que Dieu nous a donné un cerveau, nous on exploite notre cerveau pour réfléchir. Excellence, la visite de Nick Check du département d'État américain à Ouagadougou signifie un rapprochement avec l'Occident. Oh oui, j'ai suivi, ils ont demandé à venir échanger avec nous. Je pense que le ministre des Affaires étrangères qui a échangé avec eux, et puis un peu aussi dans les pays de la... En fait, il faut que les gens comprennent quelque chose. On n'est opposé à personne. On n'est pas contre quelqu'un, mais on est contre celui qui ne nous respecte pas et qui ne veut pas accepter notre souveraineté, notre indépendance. Si, même aujourd'hui la France n'est pas notre ennemi. C'est comme j'ai dit, les dirigeants français ont une politique. Sinon, le peuple français, combien de Français nous soutiennent? Combien de Français, même dans les médias dont elle parle qu'on paye pour laver les yeux? Non, combien d'influenceurs ou c'est quoi, français, font des vidéos? Voilà ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui font les vidéos là, pour nous soutenir. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, je les salue au passage. On ne les connaît même pas. Ils voient notre combat. Quiconque veut coopérer avec nous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous venez, si vous venez et que vous voulez nous montrer que vous êtes supérieur à nous, c'est terminé. Vous repartez.
Mais si vous avez compris et que vous devez venir traiter d'égal à égal, d'homme à homme, il n'y a pas de problème. On peut parler affaires. Tout le monde fait des affaires dans le monde. Mais imaginez, vous venez. Ok, je veux votre or. On va vous donner 10%, nous on prend le reste. Au Burkina, ça ne marche plus. Si vous venez, on discute. Vous apportez quoi? Ok. Nous, la ressource nous appartient à 100%. Mais en fonction de ce que vous apportez, on peut évaluer et puis dire, bon, on vous donne 40%, ou bien 45%, ou à la rigueur 50%. Et on les quitte. Et ça, c'est une discussion. Mais si vous ne voulez pas, vous venez avec dans l'esprit que bon, ce sont des nègres, on va prendre ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Donc, quiconque veut travailler, veut faire des affaires au Burkina, vous venez avec l'esprit sain, on va le faire. Même si demain, les entrepreneurs français pensent qu'ils peuvent investir au Burkina, ils n'ont qu'à venir. Mais s'il vient avec l'esprit de maître, il vient pour traiter avec des esclaves, on va le mettre dehors et c'est terminé. Mais si vous venez et que vous voulez traiter intelligemment, sans arrière-pensée, on discute, le contrat est clair. Si vous ressortez du contrat, on vous dit de rentrer chez vous. C'est le respect de notre souveraineté, de notre indépendance. Ça, c'est très important. Pourquoi pensez-vous que les jeunes vous aiment autant? Pourquoi je pense que les jeunes m'aiment autant? C'est ce que je ne sais pas moi. Moi, je ne peux pas juger ça. Si les jeunes m'aiment, c'est dû peut-être à notre idéologie qu'on développe. Vous prenez le côté santé. Nous sommes en train d'équiper nos hôpitaux de toutes les technologies possibles. Les coûts de soins ont drastiquement baissé, mais les jeunes vont aimer ou pas. Les médicaments, les prix ont baissé, ça n'a rien à voir avec la sous-région, même en Europe. Vous prenez le domaine des infrastructures. On est en train de construire nos routes nous-mêmes. Les jeunes gagnent de l'emploi, parce que l'agence Faso Mewo emploie des milliers de jeunes burkinabés. Les jeunes aiment ou pas. Tous les pays peuvent faire la même chose. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons donné les moyens, nous avons payé des milliers de tracteurs qui cultivent gratuitement les champs de beaucoup de paysans. Et quand c'est des grands champs, c'est subventionné. Tous les pays veulent voir ça ou pas. On produit, cette année on a fait une production record. Depuis que le Burkina existe, on n'a jamais produit comme ça. Mais c'est positif ou pas? Tout le monde va manger à sa faim. Le pouvoir d'achat augmente. On est en train de créer des industries pour transformer nos matières premières. Les jeunes aiment ou pas? Les jeunes seront employés et pour faire fonctionner l'usine, mais aussi dans la mécanique et tout ça. Alors, on prend le domaine du transport et tout. Même le transport urbain, on a vu qu'on était très loin. On a décidé pour une phase de faire payer au moins 500 autobus qui vont transporter les gens. Ça veut dire que beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se déplacer vont pouvoir se déplacer. Et ça fait de l'emploi. Pour 500 autobus, rien que les machinistes, vous avez 1000 personnes qui sont employées. C'est bien ou c'est pas bien? Donc, dans tous les domaines, nous sommes en train d'évoluer. C'est ce que les jeunes voient de positif qu'ils apprécient. Et moi, j'apprécie cela. Ce n'est pas moi, ma personne qui les aime, c'est l'idéologie qu'ils aiment. Et c'est cette idéologie peut-être qu'ils veulent que ça soit dupliqué un peu partout pour les permettre de vivre dignement. Voilà. Quand on prend l'éducation, nous sommes en train de construire des amphis pour nos universités. Regardez comment nos étudiants, le retard que nous... C'est terrible. Si vous voyez comment les étudiants étaient, on a créé des centres universitaires partout, mais aucun amphi. Ils se baladent comme ça dans les villes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de construire des amphithéâtres un peu partout pour les donner un peu de dignité. Bientôt, ce sont les cités universitaires parce qu'ils ne savent même pas où se loger. Il y en a qui dorment à terre dans les universités. Il faut qu'on les aide à se loger. Les restaurants universitaires, il faut qu'on les aide à pouvoir manger. C'est bien ou c'est pas bien? Pour les écoles, les enfants et tout. Les enfants, souvent, ils n'ont même pas d'école. Aujourd'hui, nous avons pris des modèles et nous sommes en train de construire des bâtiments à niveau, bien faits, avec des classes de taille bien réduites. Sinon, vous partez dans des salles, 100 et quelques, 200 et quelques. Est-ce qu'ils peuvent enseigner? Ils peuvent vraiment travailler. L'enseignant même souffre dedans. On est en train de tout réadapter pour ramener les effectifs, faire des classes aux normes et tout, donner tous les outils nécessaires. C'est bien ou c'est pas bien? Voilà ce que nous faisons. C'est le bien-être de notre population. Et partout au Burkina, les centres de santé, nous avons mis un projet en place. On a déjà construit près d'une 40aine. Et chaque année, ça va continuer. Et dans ces centres de santé,
il y aura des médecins qui seront affectés. Pour que, il ne faut pas que quelqu'un ait une appendicite ou il a une fracture ou quelque chose, on ne peut pas l'opérer là-bas. Il faut l'envoyer en ville pour opérer. Moi, je me balade dans mon pays, je vois. J'ai été dans des villages, dans des chefs-lieux de province, à des centaines de kilomètres de Ouagadougou, où quand une femme est enceinte, ça fait 9 mois. Chaque fois qu'elle doit faire un examen échographie, on doit l'amener à Ouagadougou. Moi, je suis contre ça. Donc, je mets en place des échographes là-bas. On améliore le plateau. C'est bien ou c'est pas bien? On a recruté les médecins. C'est la première fois, mais d'ailleurs, c'est en Afrique, ça fait 1000 fois 5. On a fait un programme de 1000 fois 5 des spécialistes pour les affecter partout, pour que les soins soient rapprochés des populations. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que vos médias en parlent de ça? Tout ce que je cite, il y en a tellement. Mais non, ils ne parlent pas de ça. Ils prennent notre carte en rouge. Notre pays est disparu. Rien ne va ici. Tout. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que, en fait, il y a la liberté ici, il y a tout ici. Mais ils ne veulent pas ça. Comme ça, on s'épanouit. Ce n'est pas bien, ils ne veulent pas ça. Donc, il faut salir notre image. Sinon, vous pouvez vous balader. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Voilà. Et ça, c'est ce que la jeunesse veut voir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Camarade président, certainement que si vous êtes adulé par les jeunes, ce que vous incarnez pour une grande partie de cette jeunesse africaine, un espoir de dignité, de réveil. Alors, l'espoir peut aussi engendrer une impatience immense. Alors, quel message de vérité adressez-vous à ces jeunes qui vous regardent depuis Bobo, Zignare, Kaya, Lomé, Bamako, Dakar ou Abidjan, et qui attendent que l'Afrique de votre génération soit enfin celle des résultats, camarade président? Je ne peux pas prétendre, en fait, que mon idéologie, si je peux dire, se répande d'un coup sur l'Afrique. C'est au peuple de prendre les responsabilités partout. Et je le dis, et d'exiger de leurs dirigeants certaines choses. Il y a des dirigeants qui sont compromis. Ils nous appellent et nous disent souvent, vous êtes sur la bonne voie, mais nous, on ne peut pas faire comme vous. Parce que bon, voilà, c'est difficile. Il y en a qui ont les richesses en Europe là-bas, dans les banques et tout. S'ils s'amusent, on bloque tout, bien mal acquis. Et ils rivalisent. Moi, je dis à certains, ayez le courage de sortir, de dire à vos peuples, bon, écoutez, en tout cas, nous, on s'était mal comporté, on avait volé, j'ai tant de milliards dans les banques en Suisse là-bas ou quoi là-bas. Mais désormais, j'accepte de travailler pour vous, pardonnez-moi, et on repart sur de nouvelles bases. Il y en a aussi qui ont été compromis par les mêmes affaires que vous voyez, Epstein et quoi là. Ils partent chaque fois en Europe, on les loge dans les hôtels, on les a filmés dans des situations compromettantes et on les tient avec ça. Vous faites ça ou bien on va sortir ça. Un scandale contre vous. Hey, ayez le courage de dire à vos populations, bon, en tout cas, moi j'ai merdé, mais pardonnez-moi, tout homme merde. Et puis bon, on repart sur de nouvelles bases. À défaut de ça, que les jeunes se réveillent et exigent. Ce que nous on fait là, ce n'est pas extraordinaire. Mais ils peuvent aussi exiger ça de leurs dirigeants. Le Burkina n'est pas le pays le plus riche. Mais c'est quoi on fait? Quand on prend des infrastructures routières, c'est quel pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest ici, qui a une bonne infrastructure routière, un réseau assez dense? On n'a pas. On a toujours besoin de construire nos routes, par exemple. Ce qui est fondamental. Quand les gens partent en Europe, là, toutes les villes, toutes les rues sont bitumées. On est content, on se balade, on fait des selfies dans les rues en Europe, aux États-Unis et tout. On ne peut pas faire ça ici. Bon, tout le monde voit que nous sommes en train d'acquérir beaucoup de machines pour le faire nous-mêmes. Et les gens savent que dans un futur proche, on va faire un grand bond. Parce que si on va rester dans les marchés, faire venir les entreprises, on ne peut pas. Donc on paye nos machines, on a confiance en notre jeunesse, on les met au travail. Mais tous les pays peuvent le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Donc les jeunes doivent trouver le mécanisme d'approcher, premièrement de manière très pacifique, leurs dirigeants et les dire voilà ce que nous voulons comme truc. Il faut nous faire travailler avec des solutions concrètes et les amener à le faire. S'ils ne le font pas, il faut trouver une manière de les mettre la pression pour le faire. Maintenant, si le dirigeant est incapable de le faire et qu'il est enchaîné autour de lui, qu'il ait le courage de le dire et puis il démissionne. Sinon, moi, je ne peux pas, comment je vais dire, par une magie, faire changer les choses. Les jeunes sont impatients, c'est vrai. Quand je prends le Burkina, chacun veut que, par exemple, quand je prends les brigades qu'on est en train de faire pour construire les routes, on a commencé par Ouaga et Bobo, ensuite Koudougou, Tenkodogo, Kaya. Mais il faut que les autres soient patients. Ça vient. Tout le monde aura sa brigade, tout le monde aura ses routes. Mais je ne peux pas faire comme ça d'un claquement de doigts.
Donc il y a d'abord de la patience, il y a la méthode. Beaucoup de gens veulent voir tout en même temps, en un coup. C'est impossible. On vient de très loin. Et j'aime dire aux gens, nos pays sont dans les années 1800. Il faut qu'on accepte ça. Se donner encore une vision et lancer la machine avec un peu de patience. Donc la jeunesse sur-régionale, c'est de trouver la formule, en tout cas, de faire la jonction avec les dirigeants, les amener à faire ce qu'ils veulent. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Ce que nous on fait quand on nationalise certaines unités industrielles, les gens ne comprennent pas. Mais c'est un courage qu'il faut aussi. Au Burkina même, il y a des gens qui ne savaient pas, des unités industrielles qui existaient, il y en a qui ne savaient pas que ça n'appartenait pas au Burkina. C'est quand on a commencé à reprendre le contrôle un peu, que des intellectuels même se rendent compte que, donc cette unité-là n'appartenait pas au Burkina. Pourtant, ça ne nous appartient pas. Et c'est à la jeunesse de revendiquer que l'État reprenne ses responsabilités. Nous, on cultive le coton. C'est les autres qui fixent le prix du coton. Parce que même nos sociétés qui gèrent le coton et tout, ne nous appartenaient pas. Et aujourd'hui, on est en train de construire de grandes unités industrielles pour que si on prend le coton brut comme ça, jusqu'à la finition, c'est nous. Tout le monde peut le faire. Donc personne ne viendra nous fixer le prix du coton parce qu'on transforme. Au lieu de vendre le coton, nous on va vendre le fil, si vous voulez. Sinon on vend les tissus, si vous voulez. Le coton rentre dans les soins un peu partout, les compresses. On paye tout de l'extérieur. Mais c'est notre coton. L'Afrique peut le faire. Il y en a qui sont premiers producteurs de cacao, mais ce n'est pas eux qui fixent le prix du cacao. L'Afrique doit se réveiller. Et l'Afrique doit chercher la connaissance et se réveiller. Et chercher la connaissance, c'est chercher à savoir beaucoup de choses sur notre vie, notre identité. Et quitter l'ignorance. Et c'est à ce seul prix que nous allons redevenir nous-mêmes, nous développer. Et maintenant, que les gens nous voient aussi comme des humains. Sinon, pour l'instant, je suis au regret de le dire, il y a des États africains, leur manière de faire et tout ce qu'il y a, on ne peut pas nous respecter. C'est pas possible. Donc voilà un peu ce que je peux dire à cette jeunesse, que ce soit burkinabé ou africaine. Il faut qu'on se réveille. C'est possible. C'est possible. Croyons en nous. C'est possible. Tout le monde a un cerveau. Tout le monde peut faire au-delà de ce que vous faites. Vous êtes journaliste. Si vous puisez bien dans votre tête, vous pouvez être un ingénieur mécanicien peut-être. Vous pouvez être un ingénieur électricien. Moi, je suis convaincu d'une chose. Dieu a donné la capacité à tout le monde. Et il ne peut pas être figé sur une seule chose. On peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que j'essaie de booster au sein de la jeunesse. Je rencontre beaucoup de jeunes. Et je les encourage à développer beaucoup de choses. C'est possible. On nous a endormis. Regardez les réseaux sociaux. C'est ça qu'on nous a servi. On dort. Réveillons-nous. Oui, Monsieur le Président, l'Afrique doit se réveiller, vous venez de le dire. Le Burkina Faso est peut-être sur le chemin, justement, 1 an après la proclamation de la révolution progressiste populaire. Quelle adresse vous avez donc à l'endroit de cette jeunesse dont on vient de parler et du peuple burkinabé dans son entièreté? Alors, je reviens sur certains mots encore. Il faut que les Africains arrêtent de se leurrer. La démocratie telle qu'on nous l'a dit ne développe pas. C'est faux. Tous les peuples sont passés par une révolution avant d'arriver à la démocratie. Et comme je dis aux gens, si on se met en tête que nous sommes dans les années 1800 par rapport aux pays développés, il faut une vraie révolution. Révolution dans le comportement, c'est-à-dire le mind, révolution industrielle, révolution dans tous les secteurs pour essayer de créer et devenir nous-mêmes, pour rattraper ce retard. Sinon, la démocratie telle qu'on nous flatte, vous voyez beaucoup de nos intellectuels qui ont été à l'école, démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Les mêmes qui crient ça, sur le même instant, si vous l'attrapez, vous le dites, ok, démocratie, on tue des enfants, démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit des hôpitaux, on tue des populations civiles, c'est ça la démocratie? Ils font comme s'ils ne voient pas ça. Là, ils ont les yeux fermés. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils le sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc, il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire.
révolutionner nos vies. Et l'esprit révolutionnaire, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que comme je l'ai dit, les mentalités ont été détruites. Regardez, dans certains pays en Afrique, les jeunes ne peuvent même pas s'asseoir, parler du sérieux de l'avenir de leur pays. Tout ce qu'on sait faire, ouais, les histoires de buzz sur les réseaux sociaux, c'est ce qui intéresse. Les futilités. Il faut qu'on quitte cela. Je dis souvent, quand je sors, il faut que les jeunes reviennent à la science. On ne peut pas continuer d'avoir une jeunesse, c'est faire de la comédie, faire des futilités sur les réseaux sociaux et danser au hasard, je ne sais pas quoi. Ça ne va nous mener nulle part. Et quand vous regardez les soi-disant influenceurs ou quoi, ceux qui font les vidéos, qui font ces conneries-là, c'est-à-dire il est là, ou bien une fille, elle est là, elle danse seulement, c'est là-bas qu'on suit. C'est des millions de vues. Mais un jeune qui est assis, qui est en train de montrer comment un engrenage peut être fabriqué ou quoi, la mécanique ou bien comment un truc de médecine, un outil, il n'est pas écouté. Là-bas, vous n'allez rien trouver. On ne regarde même pas ces pages-là. Ou bien un jeune qui conscientise, qui fait des vidéos pour éveiller les consciences, très peu suivi. Mais l'Afrique ne peut pas s'en sortir comme ça. Je suis désolé. Si on continue comme ça, on restera esclave pour toujours. Ce sont des vérités. D'autres vont dire même qu'un chef d'État ne doit pas dire ça, c'est cru, ces trucs. Ces mêmes intellectuels-là, demandez-les. Ils sont allés faire l'école de chef d'État là où? Pour dire ce que le chef d'État doit faire, ou ce que l'État doit faire, ce que l'État ne doit pas faire. Croyons en nous. Et il faut aussi qu'à une certaine sphère, on donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Quand il dit l'occasion de s'exprimer, c'est quoi? On a une très mauvaise habitude en Afrique. Quand vous voulez donner un travail à un jeune, l'expérience. Il n'a pas l'expérience. Il n'a pas l'expérience. On n'a pas confiance aux jeunes. Mais il va avoir l'expérience où? En Europe, il y a des jeunes de 19 ans, des jeunes qui créent des choses et qu'on leur donne l'occasion de faire. Mais ici, l'expérience. La dernière fois, j'ai taquiné, je disais à un ministre, parce que dans nos procédures de marché ici, j'ai fait supprimer le marché similaire, c'est-à-dire c'est l'expérience du marché. Et si vous ne donnez pas l'occasion de faire le premier marché, comment est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai fait supprimer ça, j'ai fait supprimer beaucoup de conditions. Il y a un ministre qui disait qu'il faut être prudent, c'est quoi. Il dit c'est à nous de mettre tout en œuvre pour que le jeune soit droit et faire ce qu'il doit faire. Mais si vous dites l'expérience, est-ce que vous avez l'expérience de ministre avant que je vous nomme ministre? Et les gens ont ri. Mais arrêtons avec ça. Ayons confiance aussi aux jeunes, donnons-leur c'est-à-dire la chance de s'exprimer. Et ça, c'est important. Si on se réveille et qu'on a confiance en nous et qu'on nous donne l'espace, moi, je pense que l'Afrique peut s'en sortir. Le cas échéant, il ne faut pas se flatter. Tout ce qu'on fera, en fait, on va créer nos petits Eldorado. C'est-à-dire que quelques pays vont se développer, mais la grosse masse n'ira nulle part. On continuera d'aller mourir dans l'océan. Et voilà. Parce que le Burkina seul, si je prends le cas du Burkina, si nous seuls, on se met à se développer, pourquoi on prêche pour tout le monde? Nous, on ne peut pas accueillir toute la masse africaine qui veut travailler. C'est impossible. Mais si on ne le fait pas ensemble, on fait comment? Donc tout le monde a intérêt à se réveiller. Et moi, je pense qu'un avenir meilleur est possible. L'Afrique a toutes les potentialités. Tout. Il n'y a aucune explication qu'il y ait du pétrole en pagaille au Niger, au Mali ou quoi, et que nous ne se développe pas dans peu de temps, comme ces pays du Golfe qui ont des pays pétrole de quoi aussi. Il n'y a aucune explication. Il n'y a pas d'explication qu'on ait l'or ici et certains produits qu'on ne peut pas se développer comme certains pays aussi en Europe qui ont rien que ces ressources-là. Il n'y a aucune explication. C'est la gouvernance. Et la jeunesse a son mot à dire, sans manipulation, avec respect et trucs, il doit pouvoir le faire. Le cas échéant, il faut une révolution. C'est clair et net. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous sommes au terme de cet entretien. La première à avoir réuni ici au Palais de Koulouba des médias burkinabés, africains et occidentaux, donc au Palais de Koulouba, comme je le disais. Merci encore pour cette ouverture à la presse et pour toutes les réponses apportées aux préoccupations de mes confrères. Chers confrères, merci à vous également pour l'intérêt. Voilà, chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi de bout en bout cet entretien avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.
10